Mes salutations cordiales. Merci à vous tous d'être à l'écoute de cette émission qui met en relief la culture lavalloise et vous en fait connaître ses intervenants. Le joyau de la culture lavalloise, c'est bien sûr l'Orchestre symphonique de Laval. Et qui de mieux pour nous en parler qu'Alain Trudel, son directeur musical. Bonjour, Alain. Bonjour, bonjour. Alain, on arrive comme directeur musical, comme ça, on n'arrive pas comme ça, tout d'un coup là-dedans. Quel cheminement qu'on fait pour arriver à être directeur? Oh boy. Moi, je dirais que il faut développer ses qualités de leadership. Hein? Puis, c'est des qualités qui sont musicales, oui, mais des qualités humaines aussi, des qualités organisationnelles aussi. Donc, c'est pas seulement au point de vue de la musique. C'est tout alentour de ça. Moi, personnellement, j'aime beaucoup le monde. J'aime les gens. J'aime organiser des choses. Je me souviens, moi, quand j'étais jeune, j'étais à l'école secondaire, je voulais être compositeur. C'était ça mon rêve. Ça a commencé jeune comme ça. Oui, oui. D'accord. Puis un jour, je vais peut-être passer plus de temps à faire de la composition. C'est un but ultime dans plusieurs années. Mais pour l'instant, on développe. Hein? Donc, c'est sûr que quand on dirige, on est toujours avec Beethoven, on est avec Mozart, on est avec Mahler. C'est des grands génies. Donc, on se garde une petite gêne. Après ça, en tant que compositeur, on dit « Oups! » Mais en tout cas, pour revenir au début, là, moi, j'étais à Joseph-François Perrault comme école. Ah oui? Donc... bonne école. Fantastique. Fantastique. Oui. Mais c'est comme les écoles ici à Laval, à la concentration musique. C'est vrai. Donc avec l'orchestre, là, on va les visiter beaucoup. Ça me fait penser beaucoup à quand j'allais à JFP, quand j'étais plus jeune. Donc, j'ai rencontré mes mentors là-bas. Moi, comme je voulais être compositeur, j'avais toujours la partition avec moi. Fait que, si on jouait quelque chose de, je sais pas moi, un Beethoven à l'orchestre, parce qu'on avait un orchestre à l'école, pas seulement une harmonie, mais j'avais la partition. Là, le chef, qui était M. Raymond Grignan, il me dit « Alain, t'as la partition, veux-tu diriger? » Puis moi, j'étais trop gêné pour dire non, c'est parce que je veux être compositeur. Ah bon? Je dis OK. Il dit ben viens. Déjà, tu avais le talent. Déjà, on avait vu en toi des capacités de diriger, pour diriger. Ben oui, faut croire que Raymond avait vu quelque chose à laquelle moi, j'avais pas pensé. Mais Raymond Grignan puis Gérald Maclé, les deux professeurs qu'on avait à l'école, c'était des grands mentors pour moi. Formidable. Parce que moi, à partir de l'âge de 15 ans, j'ai commencé à diriger l'orchestre ou l'harmonie de l'école en, des 5 minutes ici, 5 minutes là, mais toutes les semaines. Ah ouais. Pour un chef d'orchestre, souvent, il faut comprendre que souvent, quand ils font à l'université, ils apprennent, le piano, puis après ça, ils disent « Moi, je veux devenir chef d'orchestre au cégep à l'université. » Puis là, ils disent « Bon, ben là, j'ai accès à l'instrument 10 minutes par 3 mois ou une demi-heure par année. » Mais tu sais, ces gens-là, quelqu'un qui joue du violon, il a accès à son instrument depuis qu'il a l'âge de 5, 6, 7 ans. Puis à tous les jours pendant plusieurs heures. Il faut que le chef d'orchestre arrive devant l'orchestre avec aucun accès à l'instrument, puis qui est dans une position de prendre les décisions, d'aussi, pas seulement prendre des décisions, mais d'essayer de convaincre les musiciens de dire, moi, je pense que d'après mon étude de cette pièce-là, que ça devrait aller dans cette direction-là pour respecter le souhait du compositeur, que ce soit un compositeur vivant ou que ce soit Beethoven ou que ce soit peu importe, là. Puis là, il faut que les musiciens, il faut les convaincre, mais c'est difficile quand quelqu'un arrive sur un podium puis il n'y a pas vraiment d'habitude, il y a un peu une gêne, des fois on est un peu gauche, mais quand on a du temps de podium à partir de l'adolescence, moi à partir de 15 ans, tous les jours j'avais un peu de temps. Fait que ça, c'est inestimable. Moi, tous les jours, je les remercie, là, je dis oui. Parce que ça devient naturel. Est-ce que tu jouais d'un instrument à ce moment-là? Oui, je joue du trombone depuis que j'ai 12 ans. La trombone depuis 12 ans? Oui. Mais déjà, c'était rare parce que c'était pas un instrument tellement populaire, quand même, le trombone. Moi, j'ai commencé à jouer dans un groupe de cuivre et percussion qui s'appelait Les Rythmiques de Montréal. C'est sur le plateau avant que ce soit le plateau. Donc, c'était juste un quartier ouvrier, normal. Oui. Puis, il y avait des gens, ça c'est fantastique, il y a des gens complètement en bénévolat, s'occupaient de jeunes adolescents qui autrement pouvaient faire d'autres activités. Vous savez comment c'est, hein? Les adolescents, quand on les occupe pas, ils s'occupent eux-mêmes. Souvent, c'est des excellentes occupations, mais quelquefois, ça bifurque vers quelque chose qu'on n'a peut-être pas nécessairement le goût d'aller. T'sais. Donc, pour nous, à cette époque-là, on était à une 60aine de jeunes dans ça, puis ça changeait chaque année parce qu'il fallait se réinscrire. C'était juste des cuivres et des percussions. Ah bon, moi, mes deux parents, c'est des musiciens de jazz. Ah bon? Ouais, mon père joue de la batterie,
Ma mère était chanteuse de cabaret. Ah bon? Donc, oui, dans les belles années de... Ben, c'était bien quand même. Ben oui. C'était la façon de s'amuser à l'époque. Hein? Ben non, mais eux, c'était à l'époque du le Faubourg Amalas. Ah ben oui, ce que j'ai connu. La main est à Montréal, exactement. Donc, pour eux, ils pouvaient travailler beaucoup à cette époque-là. Mais là, avec l'avènement de la musique préenregistrée, ils ont changé tous ces endroits-là où il y avait de la musique en concert pour de la musique préenregistrée. Puis là, naturellement, il n'y avait plus de travail pour les gens. Ils se sont recyclés dans d'autres choses. Bon. Mais moi, initialement, mes parents, c'est ça qu'ils faisaient. Mais avant d'arriver à l'Orchestre symphonique de Laval, tu as participé à des grands orchestres. On me dit que tu as participé à l'Orchestre symphonique de Montréal. Ben oui. Ah oui? Bon, ben c'est ça. Je suis allé, j'ai joué dans le groupe de cuivre. Je voulais jouer de la batterie comme mon père, mais c'était déjà pris parce que je suis arrivé, je pense, 1 heure plus tard. En tout cas, c'est les premiers à partir. Batterie, trompette. Après ça, il restait le tuba, le trombone, le phonium. Fait que là, ils m'ont donné le trombone. Fait que c'était pas un choix. Je l'ai pas choisi, c'est le trombone qui m'a choisi. Ah bon? Donc, je me suis trouvé à jouer ça pendant un bout de temps. Trombone à piston. On faisait des parades, on ramassait des sous, on jouait dans des bingos. Vraiment, les bingos enfumaient la salle aux anames, là, tu sais, les sous-sols d'église. Mais on ramassait pas mal de sous. On faisait même des petites tournées. Là, on était allé en Floride faire une tournée. On était allé un peu partout. C'est une belle expérience. Puis ça m'a démontré dès le début l'importance du bénévolat, l'importance d'être en groupe, l'importance de réussir des projets ensemble. C'est vraiment ça, un orchestre. Puis de savoir un petit peu ce que les gens désirent entendre. Moi, j'ai pas joué de musique classique avant d'avoir l'âge de 15 ans. À 15 ans? Avant de rentrer au conservatoire. Fait que... Avant ça, on jouait la musique au goût du jour, là, que ce soit Bee Gees, Barry Manilow, ou du rock and roll, ou peu importe. C'est de la musique. Bien, absolument. Il y a de l'excellente musique comme ça. En tout cas, toujours est-il qu'à 15 ans, je suis rentré au conservatoire pour la simple et bonne raison que les études au conservatoire, c'était gratuit à l'époque. C'est ça. Puis nous, on était pas mal pauvres. Des familles de musiciens, là, tu sais, surtout les musiciens de jazz, avec plus de boîte de jazz. Là. Donc, je suis rentré au conservatoire. J'étais pas mal chanceux. Parce qu'il en prenait 2, puis je suis arrivé 4e à l'audition, puis les 2 premiers ne sont pas allés. Fait que, tu sais, c'est vraiment le destin, là. Je me suis retrouvé là, j'ai étudié avec mon professeur, puis ça, c'était à 15 ans. Puis à 17 ans, il y avait une audition pour l'Orchestre symphonique de Montréal, pour le premier trombone solo de l'orchestre, le premier trombone de l'orchestre. Puis c'est une audition internationale. On était, je pense, 87, quelque chose comme ça. Puis en finale, c'est du monde de partout en Amérique. En finale, il y avait 2 personnes, puis on était 2 de Montréal. Ah, bon, c'est bien. Mais je sais 2 de la région. Fait que moi, j'avais 17 ans. Ils ont dit, ben là, on pense pas qu'on va prendre Charles Dutoit n'était pas là encore à l'époque. Oui, il était là, c'était Charles Dutoit. Oui. Oui, c'était à l'époque de Charles Dutoit. Puis ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils nous ont donné chacun une semaine, jusqu'à la prochaine audition, pour voir s'ils pouvaient avoir un gagnant. Parce qu'à 17 ans, tu te dis, ouais, je sais pas trop si on peut lui donner un poste de cette importance-là. Mais l'audition était bonne. Fait que, mais je jouais toutes les 2 semaines. Fait que c'était super. C'est la bonne école. Hein. J'ai appris comment répéter en voyant Charles Dutoit répéter. Efficace. Vraiment bon. Mais ça t'a emmené ici à Laval. Bien, mon père a déménagé à Laval, donc j'ai de la famille à Laval. Quand le poste s'est ouvert, bien, là, c'est plusieurs années plus tard, j'avais déjà pas mal d'expérience en direction. Je dirigeais l'Orchestre de Radio-Canada. À l'époque, on avait un orchestre à Radio-Canada. Je dirigeais, bien, ça, c'était à Vancouver. Je dirigeais un petit peu partout au pays. Je dirigeais beaucoup à l'Orchestre de Toronto aussi. Puis là, quand le poste est devenu ouvert ici, moi, mon rêve, c'est d'avoir un de mes postes qui est au Québec. Un de mes postes aussi proche de ma famille. Donc, quand le poste à Laval est devenu, était ouvert, disponible à la personne qui le gagnerait, puis je sais que j'avais mon père qui habitait ici, je dis, je vais postuler, puis j'ai postulé, puis je l'ai eu. Ah bien, l'an passé, vous avez fêté le 30e anniversaire de l'orchestre. Ouais. C'était un gros événement quand même. Oui, c'est un jalon vraiment important dans un orchestre. Pour la vie d'un orchestre, c'est quand même assez jeune. Mais d'avoir, dans des moments économiques avec un grand défi, là, c'est quand même admirable d'avoir réussi à être parti avec les gens qui ont commencé l'orchestre. On parlait des gens qui travaillent là, en bénévole. Là. Je veux dire, c'est du bénévolat. Ben oui, on peut dire que Claude Lefebvre, l'ex-maire, le maire à l'époque, en 1981, qui a été à l'origine de l'orchestre, je crois que vous avez débuté en 1985. C'est exact? Oui, 85-86, c'est ça. 86 à l'ouverture de la Maison des Arts. À l'ouverture. Fantastique. Il y a des gens bénévoles qui ont été extraordinaires là-dedans. On peut en nommer quelques-uns, peut-être. Ah, ben oui, allons-y. Il y a M. Dudemaine. Oui, ben oui. On salue. oui, salut, qui a bien travaillé. Et il y avait Mme Pilon. Ben oui, qui nous a... Qui est décédée dernièrement. Oui, je l'aimais beaucoup, Mme Pilon. Elle était là à tous les concerts.
Elle était fantastique. Puis elle me donnait toujours des petits commentaires, des encouragements. Là. Ça a été vraiment quelqu'un de vraiment présent pour nous. Hein? Puis on a eu aussi les gens de la politique, aussi provinciale et fédérale. On a eu des gens qui étaient très impliqués à ce niveau-là, puis on tient à les remercier. Il y avait Mme Dalphon Guéral qui a bien supporté sur le plan culturel, qui nous a bien aidés aussi. Fantastique. Mais ce qui est... Puis en ce moment, on est très, très supportés aussi. Là. Je dois l'avouer que c'est... on sent qu'il y a un désir à Laval d'avoir cet orchestre-là. Moi, depuis que je suis arrivé, c'est ma 10e saison. Hey. Le temps passe vite. Hein? Puis je sens qu'on a été capable de remettre l'orchestre au Lavallois. C'est ça l'idée, c'est que c'est un service. Hein, nous autres, on est un autre citoyen dans la ville. Moi, je vois vraiment l'orchestre comme un citoyen dans la ville. Bien, sur le plan culturel, on disait tout à l'heure que vous êtes le joyau de la culture ici à Laval. Bien, on l'apprécie parce que c'est pas nous qui décidons ça, c'est le public qui décide ça, puis les instances alentour. Dans les prochains mois, vous avez beaucoup d'activités qui s'en viennent quand même. Oui, bien c'est ça. Là, on sort de notre 30e. On a une grande saison d'été. Merci beaucoup à la Ville de Laval pour nous supporter à travers ça. Notre saison d'été, ça aide vraiment aux gens qui n'ont jamais entendu l'orchestre ou qui n'ont jamais entendu musique classique en concert, live, si je peux dire, d'entendre l'orchestre gratuitement pendant l'été à travers les parcs. Donc, puis ça permet de découvrir les parcs de Laval, les différentes régions aussi. Oui. Puis ces gens-là, souvent, ils décident de venir nous voir à la salle André-Mathieu après. La salle André-Mathieu a été complètement rénovée. L'acoustique est complètement différente. Ah oui. Vraiment, là, c'est un succès. Là. Les gens on a fait notre premier concert à la fin septembre avec Isabelle Barac-Darian, d'ailleurs, qui est en nomination avec nous au prix Opus. Ben oui, vous recevez des prix, vous êtes honoré partout. Bien, écoutez, l'Orchestre symphonique de Laval, cette année, est en nomination pour 5 prix Opus. C'est un peu les Grammys du Québec. Là. C'est pas les Grammys, mais en cas, c'est nos prix à nous ici qui honorent les gens de l'industrie, puis surtout les artistes, les artisans. Et nous, on est vraiment chanceux. Écoute, on est 5 fois en nomination, dont une fois pour notre disque, Respighi, qu'on a fait sur Étiquette Atmol l'an dernier, qui est avec Isabelle Barac-Darian, qui a chanté avec nous en début d'année, puis est arrivée dans la salle, puis elle a dit « Mon Dieu, c'est bien fantastique. » Fait qu'on est vraiment contents. Là, on vient de faire le Messie avec les petits chanteurs de Laval. On parle d'institutions et de joyaux, les petits chanteurs de Laval. Oh là là. Oui, ils sont bien, ils travaillent. Bien, on est chanceux, on a le cœur de Laval, on est les petits chanteurs de Laval. On a vraiment beaucoup d'organismes culturels. Puis ce que j'aime, ce que moi je voulais en arrivant ici, c'est qu'on collabore ensemble. Tous les organismes culturels, qu'on collabore ensemble et qu'on crée une grande famille avec ça. Puis c'est ça qui est en train d'arriver. Donc, on a fait le Messie ensemble, avec eux, avec les gens de l'Atelier lyrique. Puis là, maintenant, on a commencé une série l'an dernier qui s'appelle Hommage au Grand Lavallois. Donc, on a eu... Les bosseurs de Laval. Mais écoutez, ce qu'on a commencé, c'est pas nécessairement avec des gens en musique, là. C'est des gens qui ont fait quelque chose d'important et qui sont de la région. L'année passée, on a eu François Rives, l'Institut de cardiologie, grand humaniste, aussi très, très impliqué dans l'environnement, qui lui a décidé de faire écrire une œuvre. Fait que là, on a fait « Wow! » par Gilles Bellemare, et c'est en nomination au prix Opus pour le concert de l'année. Toutes les régions, incluant Montréal, incluant Québec, le concert de l'année. Fait que là, c'est vraiment fantastique, mais c'est parti d'un désir de notre communauté. Puis là, c'est reconnu à travers notre province, fait que c'est super. Cette année, le 1er février, on a laissé carte blanche à Alain Bouchard et Sandra Chartrand, qui ont été des grands... des grands bénévoles. Absolument. Puis, des mécènes extraordinaires. Vraiment. Moi, je dirais même qu'il y a beaucoup d'organismes qui ne seraient pas là sans eux, là, ici. Donc, pour nous, c'est quelque chose de tout à fait naturel. Les honorer, mais c'est drôle, hein? Comme les grands de ce monde, à chaque fois qu'on leur parle, on veut vous faire une fleur, un honneur. Ils sont là, non, ils sont gênés. Finalement, ils ont accepté. Puis on fait un concert. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé ensemble le répertoire. Du répertoire qui les touche, du répertoire qui est important dans leur vie. Puis c'est ça qu'on présente aux gens. Après ça, on a un concert, je pense que le prochain, c'est le 15 mars. Oui. Ça vaut la peine de vérifier osl.qc.ca. Il faut aller voir. Oui, c'est ça. On a un prochain concert au mois de mars qui parle des grandes symphonies classiques, donc Haydn et Mozart. On fait une nouvelle création de Maxime Goulet, qui est connu pour sa musique de jeux vidéo, mais aussi pour sa musique de concert. Puis on met en vedette un des musiciens de l'orchestre. À chaque année, on a un concerto pour un des musiciens, puis cette année, c'est notre bassoniste, Michel Betté. Alain Trudel, je suis certain que la population lavalloise va répondre à ces invitations-là. Merci beaucoup d'avoir accepté de venir nous parler. Sûr qu'on va avoir l'occasion de refaire des entrevues semblables. C'est formidable. Un grand plaisir. Merci beaucoup, Alain. Merci. Ça fait plaisir.
C'est une dame extraordinaire. Tout le monde connaît à Laval Madeleine Lalfond-Guéral. Mado, c'est un plaisir de t'accueillir ici. Ça me fait très plaisir d'y être. Mado, tu as un cheminement extraordinaire quand même. Tu as toujours été impliqué dans des causes sociales, culturelles, tout ça, depuis longtemps. C'était comme ça quand tu étais jeune, quoi. J'ai eu la chance de grandir dans un petit village qui s'appelait Vaudreuil. Il n'y avait même pas de nom de rue. Ah bon? OK? Donc, on connaissait tout le monde. Et très jeune, à peu près à 13 ans, j'étais responsable des terrains de jeu pour les enfants de l'époque. À 13 ans? 13 ans, 50 enfants. Puis je pense à ça, puis je me dis, je les amenais à Belle-Plage. Il fallait être complètement folle. Ben oui. Mais c'était ça. De la vie. Puis c'est ça. Puis ma sœur me rappelait récemment, Mado, te rappelles-tu que tu as monté une pièce de théâtre pour le village à 14 ans? Donc, je pense que c'était un peu comme dans mon ADN. Je veux dire, j'ai toujours aimé les gens, j'ai toujours eu envie de donner un coup de main. Je laissais jamais les gens mal pris, j'étais comme pas capable. Alors, évidemment, ben, j'ai pris un chemin que je poursuis encore le mieux que je peux. Au début, c'était surtout le milieu culturel ou le milieu social qui t'intéressait? C'était les deux. Les deux, C'était hein? les deux. À Vaudreuil, c'est un milieu où il y avait beaucoup d'artistes. Et ça, pour nous, la famille, ça a été extraordinaire. Je veux dire, moi, j'ai côtoyé de très près Félix Leclerc. Je gardais son fils. Il est venu chanter au collège où j'étudiais gratuitement parce que je lui avais demandé. J'étais proche de Guy Moffett, j'étais proche de Pierre Garneau, qui était un peintre, Ah oui. à qui j'allais emprunter des tableaux quand je montais des pièces de théâtre. Donc, disons qu'on peut dire que j'avais un certain culot. Puis comme ça a toujours marché, bien, j'ai gardé le culot. C'était bien. Mais la famille, de toute façon, aussi, était toujours très impliquée. J'ai connu ton frère, par exemple, qui a toujours été très impliqué aussi, ça, toute la famille. Hein? C'est des valeurs qui étaient véhiculées, finalement. Et puis, on était bien avec ça. Parce que l'important, c'est d'aimer les gens. Si on n'aime pas le monde, on ne sera pas heureux avec ça. C'est ça. Mais pour nous, ça allait comme de soi. Ça allait comme de soi. Je sais que tu as toujours été impliqué dans des différentes causes. En 1972, j'ai connu ton mari à l'époque, avec qui j'enseignais, et qui me disait que déjà que tu étais une femme merveilleuse. Déjà, il y avait du goût, ce monsieur-là, quand même. Hein? Bien, il y a certains hommes qui ont du goût. Alors, il me disait que vous étiez très impliqué dans le milieu syndical et puis pour la femme, quand même, pour le bien-être de la femme. Hein? Ben oui. Tu as été impliqué pour les causes de la femme, quand même, pour l'avortement, oui, par je exemple. veux dire, oui, l'avortement. La première cause, ça a été les garderies au début des années 70. Et je me rappelle que j'avais osé, avec ma sœur, préparer une pétition puis la faire signer par le personnel féminin de Sainte-Justine. Et là, la direction générale de l'hôpital l'a su. J'ai été appelée au bureau du directeur général, mais qui m'a engueulée. Qu'est-ce que j'avais osé faire sans sa permission? Bien, je veux dire, quelques années après, bien, il y avait des garderies partout. Ben oui. Après ça, ça a été la bataille de l'avortement. C'est toute une bataille, ben ça, oui, c'est une bagarre. Hein? J'étais au conseil d'administration du CLSC du Marigot. Les CLSC commençaient à peine. Et on a été le premier CLSC au Québec à autoriser les avortements au CLSC. Mais tu demeurais à Laval à ce moment-là? Oui. Je suis arrivée à Laval en 67. Donc, autoriser l'avortement, alors qu'on savait très bien qu'on aurait pu être poursuivi au criminel, mais on s'en foutait. Mais la bataille a été très dure autour du CA. C'était les hommes contre les femmes. Ben oui, absolument. C'était ça. Mais on s'est tenu debout, puis je veux dire, je suis très fière de ça. Je suis très fière de ça, parce que c'est reconnaître le droit à la femme de disposer d'elle-même, au fond. Hein? C'est ça. Ce sont ces implications-là qui t'ont emmené à faire de la politique, je suppose. Bien, il y a sûrement quelque chose. Mais j'ai toujours été profondément convaincue que le peuple québécois, que le Québec a tout ce qu'il faut pour gérer sa réalité. Un peu comme la bataille des femmes. Les femmes sont capables de gérer leur réalité. C'est sûr que ça demande du courage, c'est sûr que ça demande de la ténacité, c'est sûr que ça demande une espèce d'implication. Mais je veux dire, qui risque rien n'a rien. C'est ça.
Il faut aimer les gens aussi. Ah ben oui, Hein? ben oui, c'est Il ça. faut aimer les gens parce que ton implication était évidente quand même. Tu étais de toutes les bagarres. Tu étais Oui. présent. Ah Hein? oui, je me rappelle quand ils ont construit les tours sur le boulevard de l'Avenir, on avait fait une manifestation sur Place Deauville ou quelque chose. Tu sais, comment ça se fait que les gens étaient venus me chercher? Ben, je dis, ben oui, moi, les tours, ils me feront pas donc, mais ils vont vous en faire vous autres. Oui, parce que tu étais toujours présente à toutes les manifestations culturelles. Par exemple, oui, oui, je me rappelle en 81, quand même, lorsque la Maison des Arts et puis au Cégep, tu étais présente. D'ailleurs, tu as eu une carrière d'enseignante extraordinaire aussi. Ben, j'ai eu la chance d'avoir trois carrières professionnelles et chacune de ces carrières-là m'a enrichie. Je n'ai jamais changé de métier ou de boulot parce que j'étais tannée. Ça n'a jamais été ça. Ça a toujours été comme, tu reçois un coup de téléphone, puis tu dis, ben oui, mais j'ai pas d'expérience, ça peut dégager. Ça fait rien, c'est toi qu'on veut. C'est toi qu'on veut. Puis là, tu dis, bon, OK. Puis la politique, ça a été un peu la même chose. J'étais très impliquée politiquement, mais j'avais refusé à plusieurs reprises d'être candidate parce que mon mari était malade, comme tu sais, Oui. et qu'il n'était pas question parce que moi, je sais ce que ça veut dire, être en politique, là, quand on fait ça sérieusement. Donc, il n'était pas question. Et puis, c'est ça, quand il y a eu l'affaire du Lac-Meech et tout ça, je veux dire, c'est ça. M. Bouchard m'a dit, Madeleine, je veux que vous vous présentiez. Alors là, je me suis mis à rire, puis j'ai dit, j'étais justement venue voir si c'était je veux ou j'aimerais. Il a dit, j'ai dit les bons mots. Est-ce que, dans toutes tes carrières, est-ce que tu as préféré la carrière d'enseignement, la politique ou c'est tout... Ça a été un continuum. une suite Dans le logique. fond, comme infirmière, j'ai appris, en pédiatrie particulièrement, j'ai appris à regarder les gens et percer leurs secrets. Un bébé de 6 mois qui pleure, il faut que tu trouves pourquoi il pleure. C'est ça. OK? Les parents qui sont inquiets, anxieux, il faut que tu sois capable de mesurer ça pour les rassurer de façon réaliste. Pas leur faire accroire des affaires qui n'ont pas d'allure, mais donc être proche des autres. Donc ça, en politique, c'est essentiel. Hein? Ensuite, dans l'enseignement, tu passes une passion, tu passes des valeurs, puis tu apprends une chose, c'est que c'est pas parce qu'une chose est dite une fois qu'elle est comprise. Non. Puis c'est pas parce que quelqu'un comprend pas qu'il est pas capable de comprendre. C'est juste parce que faut modifier l'outil, faut faire ça autrement. Alors, si en politique, on n'est pas capable de faire ça. Alors, dans le fond, ça a été comme vraiment une espèce de cheminement qui a fait que je pense que j'ai fait... Mon activité politique, je pense, a été... en tout cas, au moins dans la moyenne. Au moins dans la Mais tu as moyenne. été une femme d'influence et d'exemple aussi, ici à Laval. Mais c'est parce que je suis très orgueilleuse. Non, mais il reste ça quand même. Tu étais des combats, puis tu n'avais pas une gueule de bois, comme on dit. Non. La politique t'a emmené à voyager beaucoup. Oui, à ma grande surprise, parce que je ne le savais pas. Mais sauf que, en voyageant, puis en étant québécoise, fièrement québécoise, j'ai représenté fièrement le Québec à la grandeur du monde. Oui. Et pour moi, ça, c'était fondamental. Parce que je me dis, on se fait une idée à partir des gens qu'on voit. Hein? Je veux dire, c'est ça. Et je voulais vraiment, là, j'ai fait le maximum pour que les Québécois et les Québécoises soient fiers de la personne qui les représentait à un moment X. Là. On a reconnu ton implication, même que tu as été reçu de la Légion d'honneur. Ah, ben oui, Hein? ben oui. C'est un grand honneur. Ben, Mais tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui ont reçu la Légion d'honneur. Il n'y a pas beaucoup de femmes, d'une part, puis, en tout cas, il n'y a pas beaucoup de députés ordinaires C'est ça. qui ont reçu la Légion d'honneur. Et j'avoue que quand l'ambassadeur me l'a dit, un certain 14 juillet, il me dit ça, puis là, j'étais là, je le regardais, puis je me demandais si j'étais capable de me tenir debout, parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Ils n'avaient rien dit. Il n'a rien dit. Ils avaient préparé le dossier, puis ils Fantastique. n'avaient rien dit. Fait que c'est... Non, Il y a un disons grand que honneur.
Ben oui, c'est un grand honneur. En tout cas, moi, comme j'ai dit, je l'ai rendu, cette Légion-là, parce qu'une des raisons qui était donnée, c'était mon engagement constant à l'endroit de la langue française. C'est ça. De sa qualité, de son utilisation et tout ça. Et en tout cas, quand j'ai fait mon allocution, j'ai dit la Légion d'honneur, je la reçois au nom de ma mère et au nom de ces religieuses qui, dès l'âge de 5 ans, nous ont appris qu'une langue, ça devait être respecté. Donc, j'allais dire quelque chose de très pas gentil, on met pas ça à la poubelle. C'est vrai. Une langue. On fait attention à ça. C'est de la porcelaine. Fantastique. Puis on est responsable de garder cette porcelaine-là dans un morceau. Alors, c'était vraiment ça. Après, j'ai été comme à l'aise avec la Légion d'honneur. J'ai dit, je la rends. Ah oui. Maintenant, tu es très impliqué avec la Société littéraire de Laval, actuellement. Oui, j'ai toujours été à la Société littéraire. Je me rappelle des premières rencontres qu'on faisait à la Maison des Arts dans le jardin intérieur. Écoute, alors, c'est pas d'hier, là, puis... Mais j'aime beaucoup les mots, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la lecture. Alors, ça tombait sous le sens. Maintenant, la Société littéraire a reconnu tout ton mérite quand même. Tu as reçu dernièrement, franchement, des prix de reconnaissance. C'était fantastique. C'était très émouvant. C'était très émouvant. Et en tout cas, c'est ça. J'ai été très émue, puis très touchée, puis... Alors que, dans le fond, je ne fais que les choses qui me font plaisir. C'est ça. Donc, c'était comme si je méritais pas ça, là. Mado, ton implication était reconnue. Les gens t'aiment beaucoup. Moi, je suis heureux de t'avoir rencontré aujourd'hui, puis que les gens, de continuer à t'impliquer comme ça, c'est fantastique. Tu es un exemple pour les femmes, un exemple d'audace, un exemple d'implication. Félicitations. Bien, merci, Jean-Jacques. C'est fantastique. Merci. Un gros merci.